Et bonjour Marc, ravi de te retrouver. Bonjour Olivier. Alors, la fois dernière, nous avons vu ensemble comment le pouvoir de l'intention se manifeste, on va dire, par un protocole bien spécifique. Et d'ailleurs, je t'invite à nous le rappeler rapidement, puisque après, lors de la conclusion de notre vidéo, tu nous avais dit, mais des fois, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et j'aimerais qu'on aille aussi investiguer sur cet état que derrière on fait chou blanc. Alors, si tu peux nous rappeler peut-être en 2 minutes ce protocole, et ensuite on abordera soit ce qu'on appelle les biais de négativité ou les échecs fait que ça fonctionne pas. Très bien, oui, effectivement, dans notre précédent échange, notre précédent entretien vidéo, on a mis en évidence euh, que l'intention qui donc a pour finalité sa manifestation dans le réel rentre, s'installe dans un dispositif, dans une procédure, et que cette procédure, elle répond aux lois et aux règles d'une matrice cyclique. Cette matrice, comme on l'a vu l'autre fois, est constituée de deux tempos distincts. Il faut imaginer cela comme une bulle spatio-temporelle divisée en deux, hein. Et elle a un premier temps cyclique et un second temps. Donc les deux temps ensemble formant la matrice à travers laquelle va cheminer l'intention que nous projetons intérieurement et qui va donc évoluer et aboutir à sa manifestation dans le réel. On a vu également que le premier temps cyclique est un temps d'intériorité, c'est-à-dire que tous les dispositifs et les mécanismes internes à ce premier temps cyclique se produisent à l'intérieur même de notre conscience et que les mécanismes inhérents au deuxième temps cyclique, eux, se produisent à l'extérieur. Nous avons dit également que dans le premier temps cyclique, c'est-à-dire ce qui se produit, se réalise à l'intérieur de notre être conscient, eh bien, on a identifié évidemment le- 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 l'étincelle de l'intention, hein, qui est l'élément informationnel codant de cette matrice cyclique, que cette intention va immédiatement être prise en charge par le dialogue intérieur, que ce dialogue intérieur, dans sa formulation, va faire naître, va solliciter et va appeler la collaboration de notre système imaginal pour créer et donner une forme, de modéliser finalement cette intention, de créer dans un format d'image cette intention. On va lui créer un décor, que cette intention flanquée à l'intérieur d'un décor imaginaire va ensuite susciter une émotion, donc va activer en nous le faisceau émotionnel, de telle sorte que ce faisceau vienne s'aligner au travail exercé par le mental, qui maintient donc cette intention dans sa formulation du dialogue intérieur, va nourrir donc cette intention par l'émotion, par une émotion. Cet alignement est indispensable parce que l'intention ne pourra pas se projeter de manière significative et effective dans le réel si elle n'est pas portée, chargée par l'énergie de l'émotion qui la porte. On a vu aussi que l'entrée dans le second temps cyclique de cette intention qui chemine et qui fait sa grimpette cyclique, eh bien son entrée est effective au moment où nous allons formuler par le verbe notre intention. Par le verbe. Et c'est en cela où nous sommes donc co-créateurs et que chaque chose, chaque élément qui compose ce que nous nommons le réel autour de nous a, a fait l'objet évidemment d'une formulation. C'est en cela où nous pouvons dire que nous sommes co-créateurs puisque tout ce qui participe du réel a d'abord dû être intentionné, formulé, rêvé. Nous sommes les co-créateurs du réel et nous co-créons par le verbe. Nous avons vu enfin aussi dans la précédente vidéo
que l'intention qui chemine et qui est rentrée dans sa seconde instance cyclique va se manifester sous différentes formes, au fur et à mesure qu'elle s'engramme, qu'elle prend forme avant son aboutissement, sa manifestation définitive, qu'elle va donc passer à travers un certain nombre de filtres qui vont travailler cette intention et qui vont la faire se manifester, là pour le coup, dans notre environnement et dans les événements de notre quotidien, d'abord sous la forme de signes, des signes qui apparaissent dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours et qui sont en raccord avec le thème informationnel de l'intention que nous avons projeté, que finalement ces signes vont rentrer, pénétrer dans le niveau dense de la matérialité 3D, après sous la forme de synchronicité. Lorsque l'on atteint ces formats de synchronicité, nous pouvons acter et dire que à ce moment-là, l'intention est déjà en force de pénétration dans notre réel de manière très intense. Et c'est en cela où il nous faut être surveillant, attentif au cheminement que suit notre intention pour pouvoir la voir aboutir et se manifester dans notre réel, puisque tel est notre projet initial lorsque l'on envoie une intention, son but étant de la voir se manifester dans notre quotidien, dans notre vie. On a vu, et donc là je te rejoins à la question, on a vu aussi qu'il y a des obstacles à la manifestation. Un certain nombre d'obstacles vont se positionner face à l'intention. Donc il y aura des obstacles à l'intérieur de la matrice cyclique dans le premier tempo du cycle, c'est-à-dire lorsque l'intention est encore à l'intérieur de nous. Et il y aura aussi un certain nombre d'obstacles qui vont se, se pointer à l'horizon et donc contraindre, biaiser, non pas l'empêcher. Et j'ai peut-être été un peu fort tout à l'heure, enfin à la précédente entretien, dans le précédent entretien, en disant que des intentions pourraient ne pas se manifester. Quelque part, c'est faux. Et je reviens sur l'idée, une intention ne peut que se manifester. Hmm. Mais, mais, parce elle va faire l'objet d'un certain nombre de contraintes et d'obstacles, de défis, eh bien, elle va se manifester de manière biaisée, si bien que on pourrait très bien ne pas la voir apparaître et nous faire dire que finalement, le pouvoir de l'intention et tout ce que l'on nous raconte sur la loi d'attraction, la manifestation et tout ça, ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, beaucoup reviennent désenchantés lorsqu'ils se lancent dans cette expérience de manifester dans leur vie ce à quoi ils aspirent le plus. Et finalement, ils reviennent désenchantés disant que finalement, ça ne marche pas. C'est faux, ça fonctionne, ça marche. Mais entre l'intention que nous envoyons dans le système codant initial et la manifestation dans notre réel, parce qu'il y a un certain nombre d'étapes et d'obstacles qui vont contraindre et altérer cette intention initiale, eh bien, au final, on va avoir une intention qui s'est manifestée, mais sous une forme qui n'était pas forcément celle que l'on avait imaginée au préalable. Et pourtant, il y aura manifestation. Donc l'idée 1 est de pouvoir finalement identifier tout de même dans les événements de notre quotidien l'intention qui s'est bien manifestée, première chose. Ça relève d'un exercice de surveillance, c'est superbe, mais aussi surtout de pouvoir affiner et de comprendre la nature des différents obstacles face auxquels notre intention sera confrontée pour pouvoir y aligner des parades, des stratégies pour contrecarrer ces obstacles de telle sorte que notre intention puisse se manifester au plus près dans sa forme de ce à quoi nous aspirons. D'accord. Donc, est-ce que c'est ce que je peux retrouver dans ton ouvrage, ce qu'on appelle les biais de la négativité? Est-ce qu'on peut l'interpréter en tant que tel, ce côté biaisé? Voilà, les biais cognitifs, ça en fait partie, la négativité en fait partie. Donc eux participent
de la petite liste des obstacles que notre intention va rencontrer dans la première instance de la matrice cyclique, c'est-à-dire lorsqu'elle est encore en train d'être travaillée à l'intérieur de notre conscience avant même d'avoir été libérée par le verbe. Donc il y a un certain nombre d'obstacles qu'il nous faut identifier pour pouvoir simplement les neutraliser. Et les premiers obstacles, enfin, et je vais en lister plusieurs, hein, je les évoque selon moi à peu près tous dans le livre, mais le premier, c'est le doute. Le Hmm. doute. C'est-à-dire l'absence de certitude que nous sommes capables de co-créer et de manifester absolument tout ce que nous voulons. Nous sommes culturellement éduqués pour ne chercher que vers l'extérieur les solutions à nos problèmes et à nos interrogations. Or, toutes les solutions, on le sait très bien, se logent à l'intérieur de nous-mêmes. Tout se passe à l'intérieur de nous. Or, à l'intérieur, puisque tout s'y produit, il y a aussi nos doutes, nos difficultés à accueillir ou à accepter ce que culturellement nous caractérisons comme étant inconcevable, irréel, fantaisiste, appartenant à l'imaginaire, appartenant au monde des enfants. C'est-à-dire que culturellement, nous avons donc apporté comme définition à ce que l'on appelle l'imaginaire des définitions étroites. Et il nous faut au préalable élargir la définition que nous avons de ce pouvoir qu'est l'imaginaire pour pouvoir accueillir des formats qui sortent du consensus. Parce que c'est un véritable obstacle. Ça, c'est un obstacle qui appartient à l'extérieur, mais il est interconnecté avec notre propre capacité à projeter dans notre environnement ce que l'on considère étant comme acceptable, réel, et ce qui participe de l'imaginaire, du fantasy, c'est tout ce que l'on voudra. Je vais être plus précis. Nos peurs, donc cette impossibilité à accueillir l'improbable ou l'impossible ou l'extraordinaire, voilà, le mot est mieux ciblé, on doit faire des choix. On doit faire des choix. Soit on se conçoit comme un être ordinaire, matrixé à fond, flanqué à l'intérieur de croyances, de certitudes ou de schémas répétitifs, ou soit on se libère justement de ces matrices pour se dire que finalement notre pouvoir, le pouvoir de l'esprit, nous permet de faire sauter absolument toutes ces barrières, et dès lors où on incarne cette réalité-là avec nous-mêmes, dès lors où on s'affranchit de toutes ces limites, effectivement, le pouvoir de manifester ce à quoi nous aspirons le plus devient plus opérationnel, plus efficace. Cela va sans dire, dirons-nous. Mais c'est évident. Et donc, les premiers obstacles sont à l'intérieur. Ce sont nos croyances, nos incertitudes, nos peurs. Ensuite, il y a un obstacle qui est purement technique. Il faut savoir qu'à partir du moment où notre intention navigue encore dans notre intériorité, elle appartient encore au champ des possibles. Elle n'est pas encore manifestée, elle n'est pas encore en voie de manifestation sur le plan de l'extérieur. Or, donc, ce qui appartient au champ des possibles, c'est-à-dire dans le champ, ce qu'on appelle le champ n'est pas sujet à la temporalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est interconnecté dans une possibilité en voie d'être révélée. Donc, on va dire que la conscience universelle n'entend des ordres que nous pourrions lui lancer, n'entend que le temps présent. Or, le mental, lui, cartographie le temps en passé, présent et futur. Et nous allons donc dans la formulation souvent se perdre dans une manière de parler des choses, dans une manière de formuler nos aspirations, dans des formats temporels qui ne sont pas en adéquation ou en cohérence avec la niche qui porte pour le moment notre intention. Donc le bon temps est le temps présent. Et non seulement parce que tout est cyclique, il faut comprendre ça, c'est un principe. Lorsque l'on lance une intention, cette intention existe.
Elle existe, ça y est. Dès lors où nous émettons une intention en nous, elle existe. Et elle est déjà activée par le processus. Donc elle existe déjà. Même si elle n'est pas encore manifestée, qu'elle n'est pas observable dans notre quotidien, dans le champ de notre réalité, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle existe déjà. Et donc il faut l'admettre. Or, culturellement, nous nous acceptons l'existence d'une chose qu'à partir du moment où nous la voyons. Nous pouvons en faire l'expérience par la perception, nous pouvons la toucher, nous pouvons la sentir, nous pouvons surtout la voir. Et si nous la voyons, nous la nommons. Donc c'est important de, de se libérer de ce mécanisme interne, et de ces biais en fait, ce sont des biais, hein, pour pouvoir aider notre intention à aller cheminer jusqu'à sa manifestation. Cela demande Ça, de, voilà. excuse-moi. Je Alors, t'en prie, dis, ça dis. demande de faire du tri dans son mental. Parce que quand on parle d'intention, ce qui me vient, c'est aussi bah, les pensées. Les Ouais. pensées sont une forme déguisée d'intention, d'après toi. J'aspire à l'abondance. Ok? Mon Oui. intention est de vivre dans l'abondance. Mais alors, lorsque l'on projette cette intention, on va, comme on l'a vu dans la procédure, s'imaginer vivant dans l'abondance. Donc souvent, on va construire par l'imaginaire peut-être une super villa, une super voiture, plein d'argent, avoir un leadership extraordinaire, on rayonne en société, enfin tout fonctionne en fait. Tout fonctionne. On crée une image selon la manière dont on définit ce qu'est l'abondance. Et cette imagerie mentale va calibrer notre intention, va lui donner donc une forme et va la faire acheminer vers cette forme. C'est nous qui déterminons et qui déterminons notre réel en fait. Et tout ce que nous vivons dans notre réel, tout ce qui, qui se pose à notre perception dans notre réalité quotidienne, ce n'est qu'une projection mentale. Une imagerie qui a pris une plasticité, qui s'est installée dans notre univers extérieur, mais qui est maintenue par les forces de notre mental. Et c'est toutes les forces qu'on va positionner qui feront que derrière, il peut y avoir la manifestation. Parce que quand je regarde, par exemple, si on prend un téléphone et on regarde, on est en train de scroller, et on se dit, ah ouais, ça, je veux ça, ah ben je veux ça, et ah ben je veux ça. Enfin, je veux dire, on est dans une société où, en fait, c'est dans toutes ces intentions, ben, il y en a forcément qui vont faire leur flop parce que j'étais dans l'instant, il ne s'est rien passé d'autre parce que je ne l'ai pas nourri. Mais peut-être parmi ces images qui me viennent, il y en a peut-être une qui va me marquer. Et c'est le fait de pouvoir l'entretenir. Et comme tu l'as dit si bien, travailler cette régularité et la projeter sur le plan émotionnel, qui fera que derrière, il puisse y avoir une réelle manifestation. Sans doute, on va dire, hein, sans biais de négativité, c'est-à-dire vraiment y croire et l'entretenir. Mais est-ce qu'il y a une notion de temps? Est-ce que je dois continuer pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Quel est ce processus de temps, justement, là, dans Alors, le temps, effectivement, est important puisque on sait que tant que l'intention est toujours logée à l'intérieur donc de la première instance du cycle, hein, qui en comporte deux, le temps n'existe pas. Tant que cette intention est à l'intérieur de nous, le temps n'existe pas, mais on sait que de toute façon, cette intention sera à un moment donné affectée par le temps, puisqu'elle est destinée à être projetée vers l'extérieur, et que cet extérieur, c'est le plan de la 3D, c'est le plan du réel. Or, le plan du réel et la réalité, telle que nous la vivons ordinairement, elle, lui, est affectée par la temporalité. Hmm. Donc, cette notion de temps, elle est connexe à l'idée du cycle, à l'idée cyclique. Donc il va falloir considérer effectivement l'idée du temps. Et donc c'est important de le comprendre ça aussi, parce que aussi beaucoup de personnes qui projettent leur intention sont impatients de voir cette intention, ou pour beaucoup s'étonnent de ne rien voir se manifester, pardon, parce ils oublient de considérer cette nécessité pour l'intention et son cheminement de d'un temps cyclique, d'un temps de réalisation.
Donc effectivement, la répétition, le fait de nourrir notre intention par la pensée, par l'émotion, c'est un temps, c'est un exercice de répétition nécessaire tant que cette intention n'a pas été formulée. Mais lorsque cette intention est formulée, projetée, lorsque l'on sent elle est chargée émotionnellement, qu'elle est au niveau de sa plastique, de sa forme, elle est solide, elle a été consolidée par notre imaginaire, bien formulée par un langage clair, une formulation claire. On sent, on sait que c'est à ce moment-là qu'il va falloir la projeter vers l'extérieur pour qu'elle poursuive son cheminement vers sa manifestation. À ce moment-là, il faut être patient. Et la patience, eh bien, elle va être soutenue par notre vigilance, notre surveillance, notre attention à la regarder s'engrammer progressivement à l'intérieur des événements de notre vie de tous les jours. Nous sommes un peu des expérienceurs à ce moment-là. Nous posons de manière intentionnelle une intention, mais nous allons la suivre, nous allons la pister. Et donc, quand on piste et qu'on est connecté à cette intention et que l'on sait qu'elle chemine et qu'elle est en train de s'engrammer, je pense que la problématique de l'impatience, elle est levée. Bon, on va revenir à la question de tout à l'heure, qui sont les obstacles. On a vu qu'il y a un certain nombre d'obstacles, je les ai tous étayés dans l'intérieur du livre, il y a un certain nombre d'obstacles qui peuvent effectivement biaiser l'intention tant qu'elle est dans la première instance du cycle. Elle va rencontrer aussi un autre nombre d'obstacles extérieurs lorsque l'on aura projeté cette intention vers l'extérieur. Le premier obstacle, c'est le mental collectif. Lorsque l'on a une intention, il faut éviter d'en parler. Il ne faut pas partager nos intentions avec personne. Pourquoi? Parce que notre intention est quelque chose d'intime et que de toute façon, personne n'est concerné par notre intention à part nous-mêmes. Donc si vous Mhm. commencez à partager vos intentions avec votre entourage, avec votre chéri, avec votre famille, avec vos voisins, avec vos collègues, avec vos amis, ils vont prendre cette information. Et cette information-là, ils vont l'affecter de leur propre filtre. Tu cherches à être riche et Mhm. milliardaire parce que tu as des gros projets, tu veux développer des écoles dans le monde, c'est merveilleux, mais c'est impossible. C'est un rêve impossible. Tu en demandes trop. Et paf, à ce moment-là, notre intention, qui est en cours de gestation, en cours d'élaboration, va se retrouver affectée par une force mentale extérieure qui, qui la contraint. Qui la Mhm. contraint par cette idée d'impossibilité ou de difficulté. Mhm. Voilà pourquoi il ne faut jamais, jamais parler de nos intentions à quiconque. On en parle une fois que la manifestation a lieu, pas plus. Et là, c'est très intéressant parce que lorsque la manifestation s'est produite, lorsque l'intention finalement s'est cristallisée à l'intérieur du réel, là, c'est le moment justement de pouvoir partager et d'aller solliciter de manière stratégique le mental et la puissance mentale du collectif pour pouvoir la nourrir, cette force, pour la maintenir au cœur du réel et pour la nourrir, pour continuer à nourrir cette puissance. Ouais, tu vois? Et Mhm. qu'est-ce que cela va produire? Cela va produire un autre phénomène qui est très en vogue, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'est ce qu'on appelle les égrégores. On va nourrir un égrégore autour de notre intention, tu vois? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et cet Mhm. égrégore donc va devenir un espace qui va porter notre intention et maintenir cette intention manifestée pour le coup, qui va la maintenir dans un état de vibration au sein du réel et de notre réalité. Et donc nous allons vivre et profiter et jouir de cette intention initiale que nous avons réussi à porter et à déposer sur le quai d'arrivée qui est celui de sa manifestation au sein du réel. Mhm. Mais Mais- Olivier, juste si on prend la problématique à l'envers, donc si on comprend bien que la puissance extérieure du mental peut très bien affecter notre attention et la biaiser dans une certaine mesure, eh bien donc on doit s'en défier. J'ai un exemple à donner. Lorsque étant plus jeune, j'habitais dans le 14e arrondissement parisien.
Je rapporte cette anecdote dans le livre, mais je peux la rapporter ici. J'habitais dans le 14e arrondissement, rue Daguerre. Rue Daguerre, c'est une rue semi-piétonne, où il y a beaucoup de gens qui marchent, qui déambulent dans cette rue. Et voilà que notre boulangère de quartier a le malheur, la mauvaise idée d'afficher sur Hmm. la porte d'entrée, de dire qu'elle va fermer sa boulangerie quelques jours, précise-t-elle sur son petit papier écrit à la main, quelques jours pour cause de maladie. Malheureusement, cette boulangère n'a jamais réouverte et elle est même morte. On a appris plusieurs semaines plus tard que cette boulangère est décédée. Je pense, même si elle était convaincue qu'il ne s'agissait qu'une fermeture de quelques jours, mais Temporaire. qu'elle n'a pas réussi à ouvrir parce que visiblement son état de santé s'est aggravé. Et je pense que son état de santé s'est aggravé et a été aggravé par la charge mentale de milliers de gens qui, Hmm. chaque jour, lisaient la boulangère est malade. La boulangère est malade, la boulangère est malade. Tu sais, chérie, j'ai vu ce matin que la boulangère, elle le rouvrira peut-être que la semaine prochaine parce que elle est malade. Ah bon, elle est malade, etc., etc. Ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige. Voilà pourquoi il ne nous faut pas, de manière plus large, pour sortir du contexte, quand on souffre, quand on est souffrant, on ne faut pas, il faut éviter de parler de ses souffrances aux autres. Hmm. Non, Est-ce mais que ça va? Oui, ça va. Ça va. ouais, un très beau message et c'est vrai qu'on y, voilà, je suis au courant de ça, mais c'est vrai que des fois je l'intègre pas suffisamment et c'est bien de nous le rappeler parce que je pense que c'est très puissant. Des fois, pour être transparent vis-à-vis des gens, on a envie de leur dire, ben voilà, je vais faire ça, mais qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu vas garder ton métier, etc. Non, j'ai l'intention mais on se rend pas compte que ça ne les arrange pas. Et c'est-à-dire qu'ils vont pas le dire et comme tu le dis si bien, eh bien ils vont avoir des pensées qui vont freiner le dessin, en tout cas l'intention. Mm. Et dans la manifestation, ben, bien sûr qu'on va avoir des obstacles. Donc, ce que tu rapportes là, je pense, est très puissant. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on développe dans une prochaine vidéo hein, cette notion, si on peut développer justement ce processus de manifestation, mais lorsqu'on dit les choses et que les gens ne sont pas d'accord. Voilà, comment on peut conserver ce secret en nous? Parce que c'est vrai on a envie d'être honnête, hein, d'être transparent. Et c'est des fois compliqué quand on a cette ligne de probité en disant bah, je veux être tel que je suis et ça m'ennuie de ne pas leur donner bah, l'information. J'aimerais qu'on puisse le traiter lors d'une prochaine vidéo, puisque là, comme je l'ai évoqué lors de notre première vidéo, je souhaite qu'on fasse des petits formats parce que lorsque c'est tenir justement notre dimat hein, et, euh, et que derrière on puisse développer sur d'autres vidéos justement ce que tu développes si bien aujourd'hui et dont on a besoin. C'est-à-dire, on veut voir notre vie changer en mieux et on a toutes les clés. Et cet ouvrage nous donne vraiment les règles, on va dire, en tout cas la procédure qui, si elle est appliquée, elle peut nous surprendre justement dans la manifestation. Voilà. Donc en tout cas, Olivier, mon idée dans ce livre, c'est pour juste poursuivre de manière très très brève ce que tu viens de dire. Mon idée dans ce livre était tout de même de faire prendre conscience que tout ce qui existe dans le réel, absolument tout, et donc évidemment dans notre quotidien, c'est nous qui en sommes l'origine. Nous sommes co-créateurs. Donc il faut bien à un moment donné admettre et pouvoir redéfinir avec exactitude ce qu'est le réel. C'est très important de hmm, redonner une définition plus juste, plus holistique de ce que nous considérons comme étant le réel, que sur cette redéfinition, de pouvoir y accorder les mécanismes, les lois, les règles sous-jacentes qui maintiennent ce réel. Et nous verrons dans une prochaine vidéo
que le réel, effectivement, n'est maintenu que par la force de ce que nous croyons, et nous proposerons même à ceux qui nous suivent des exercices pour déconstruire le réel. Donc Hmm. finalement, pour voir que le réel, notre réel, ne tient que sur un certain nombre de dispositions d'esprit qui peuvent être soit consolidées, soit levées de façon expérimentale. On va expliquer comment déconstruire le réel aussi. D'accord. Et on va aussi pouvoir éclairer, et cela me semble important, de pouvoir éclairer et du coup, voilà, on revient à cette question à laquelle finalement je n'ai qu'à moitié répondu. C'est qui donc qui initialisé, qui a ouvert cette vidéo là d'aujourd'hui. C'est de dire qu'effectivement, on ne peut pas tout manifester. Je pense qu'il y a dans le champ des manifestations aujourd'hui, je précise aujourd'hui parce que ce n'a pas été le cas dans toute l'histoire de l'humanité, ce n'a pas toujours été le cas, mais là, en l'occurrence, au terme du cycle civilisateur qui est en train de se clôturer et l'ouverture vers le nouveau cycle vers lequel nous nous aventurons, eh bien, dans ce segment du temps de l'évolution de la conscience, eh bien, il y a deux catégories distinctes qui compartimentent la manifestation. Celle du co-créateur, on en a parlé, et celle du répétiteur. Hmm. Dans la manifestation, nous pouvons soit répéter les formes déjà existantes, ou soit créer de nouvelles formes. Mais on développera ça dans une prochaine vidéo. Oui. En tout cas, merci Marc pour ce petit entretien-là. Et j'avoue que ça donne beaucoup plus de sens. Alors c'est vrai, dans ton livre, tu le décris bien, hein, mais le fait que tu l'expliques donne un autre relief. Et merci, merci encore. Je te dis à Merci Olivier. bientôt. À très bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir Marc.